Réfléchisseur. 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 Donc aujourd'hui, je vous parle de Beethoven. Est-ce que déjà ça vous dit quelque chose, Beethoven? On en a un petit peu parlé la fois dernière. Alors, on peut dire Beethoven, mais du coup... Ça a fait un film aussi. Alors, il y a eu un film, mais ça parle pas spécialement du compositeur Beethoven. Ça parle d'un chien. Bah oui, ça parle d'un chien. Qui a le même prénom que le nom de famille de Ludwig van Beethoven, mais... Sinon, le truc qui va avec le compositeur, c'est qu'il y a la musique en même temps quand on donne son nom. Oui, dans le film, ils évoquent quand même la musique de Beethoven. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à dire par rapport à Beethoven? Il a fait de la musique. Il était quoi? Il était... Piano. Ouais, plutôt. Pianiste et compositeur. Ouais, et puis il est surtout connu en tant que compositeur. D'accord? Alors, je vous lis un petit résumé de sa vie. Ça marche? Et puis je vous donnerai quelques éléments après. Et on en parle. On verra ce que vous en comprenez et ce qu'on en déduit. Alors, montrant très tôt des dispositions pour la musique, Beethoven a été formé par l'organiste à la cour de Bonn, donc un organiste de cette cour-là, d'accord? Et il est vite devenu son suppléant. Son suppléant, ça veut un peu dire son remplaçant, d'accord? À 17 ans, il est parti pour Vienne. Ok. Donc c'est un compositeur allemand, hein, je ne vous l'ai pas dit, je vous donnerai sa date de naissance après. Donc il était allemand. Et bon, on va voir après ses dates. Et il a quitté l'Allemagne, il est parti à Vienne. C'est où Vienne? France. C'est en France, je sais pas où en France, vers le... C'est en Autriche. Ah. En Autriche. Donc un pays frontalier, hein, d'accord? C'est la capitale. Mais quand il est arrivé à Vienne, il a vite appris que sa maman était malade, d'accord? Elle était même mourante, donc du coup il est rentré au bout de quelques semaines. Et là, il a été invité par un autre compositeur qui s'appelle Haydn, parce que Haydn, il a été très impressionné par la musique de Beethoven, et du coup, il lui dit, allez, reviens à Vienne, tu vas étudier la musique avec moi. Et là, Beethoven, il a été très très vite admis dans ce qu'on appelle le cercle aristocratique. On verra après ce que c'est, vous me questionnerez aussi là-dessus, d'accord? Parce qu'en fait, la beauté et la virtuosité du jeu de Beethoven, d'accord, et ses prouesses de compositeur, vraiment lui valaient beaucoup d'admiration de part de toute cette société aristocratique, donc du coup il voulait avoir Beethoven pour eux, et il l'invitait beaucoup, d'accord? Et à partir de 1802, ça représente quelque chose pour vous, 1802? Ça fait loin, hein, 1802. On peut chercher. Mais on regardera sur la frise chronologique après. À partir de 1802, en fait, il va se rendre compte que sa surdité, il était sourd, il devenait sourd, Beethoven, que sa surdité commençait à grandir, il entendait de moins en moins, et que du coup, elle allait peut-être devenir totale, il allait finir par plus du tout entendre. Et donc à partir de là, il commençait un petit peu à déprimer, Beethoven, d'accord? Il commence à être très désespéré, d'accord? Et il sombre, il devient triste. Il écrit même des lettres, on retrouve des lettres où il explique sa tristesse. Mais finalement, au bout de quelques temps, elle est très triste, il se dit, bon, allez, il faut que je me reprenne en main, d'accord? Donc il remonte un petit peu la pente et il décide, il écrit lui-même, de prendre le destin à la gorge. C'est une expression, d'accord? Comme s'il disait au destin, allez, on y retourne, on y va, on se remonte les manches, on remonte le moral, et hop, c'est parti, d'accord? Et à partir de là, du coup, il s'est dit, il va rentrer dans une période très créative, d'accord? Très créative, et il va se dire, allez, j'écris de la musique, il
compose, d'accord? Et c'est là, c'est à cette période-là où il se rend compte qu'il devient très très sourd, qu'il va écrire les œuvres et qui vont finalement être les plus connues. D'accord? Toutes celles qu'on joue beaucoup maintenant, qui sont très connues, d'accord? Et bien c'est toutes celles où Beethoven, c'est tout ce que Beethoven a écrit pendant cette période où il devient très très sourd. Il était un petit peu sourd avant, mais là il devient très très sourd, voire une surdité quasi totale. D'accord? Et donc on arrive dans les dernières années de sa vie et il crée les plus grandes œuvres, d'accord? Et quand il est décédé, tout Vienne, toute l'Autriche, mais surtout toute cette aristocratie, d'accord, viennoise, a énormément pleuré Beethoven. Et on disait même, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Beethoven est mort? Il n'y aura plus du tout de belle musique. D'accord? Et il faut savoir que toute cette aristocratie, on va revenir sur ce terme, de cette Autriche-là, en fait, il y avait énormément de gens qui lui donnaient de l'argent pour qu'il puisse continuer à composer sans avoir besoin d'avoir un travail à côté et de pouvoir vivre grâce à cet argent et qu'il puisse composer pour ces gens-là. Ça marche à la cour. Est-ce que ça va? Ça vous donne des éléments? Je vous donne, à tes souhaits, je vous donne les dates, la date de naissance de Beethoven. Il est né en 1770. 1770. C'est musique ancienne. Alors, 1770, montre-nous, Bérénice, sur la frise chronologique, on est où? 1770. On est en plein dans quelle époque? Bah, air classique, non? On est en plein, oui, dans l'ère classique. Et il est mort en 1827. Oh. 1827. En air romantique. Voilà, Bah, du là, coup... 1827. Oui, alors... Donc, on est plutôt, il est décédé, tu vois, plutôt au milieu de l'ère... Romantique. Romantique, à côté Bérénice. T'as vu? Il est mort plutôt dans cette époque-là. Dans le 67. Ouais. Ce qui est pas mal, hein? Ouais. Ouais. Ça marche? Donc, du coup, il est né à l'ère classique, mais il est décédé à l'ère romantique. Qu'est-ce qui définit l'ère romantique? Ça veut dire quoi, l'ère romantique? Il y en a qui ont une idée de ce que ça veut dire, ça? Un truc romantique. Ouais. Des musiques plus d'amour. Alors, c'est pas mal comme idée. Moi, j'aime bien cette idée-là. En fait, il faut savoir qu'à l'ère romantique, les compositeurs, notamment, par rapport à toutes les ères précédentes, à l'ère romantique, les compositeurs écrivent la musique parce qu'ils la trouvent très jolie. Ils se disent, tiens, j'ai envie d'écrire tel thème parce que je le trouve beau, qu'il plaise à d'autres ou pas, peu importe. Moi, je l'écris. D'accord? Alors qu'avant, on leur passait des commandes. Par exemple, je vais dire un peu une bêtise, mais je sais pas, une princesse allait se marier, on allait voir le compositeur, dire, moi, je voudrais que tu écrives une musique pour le mariage de ma fille, et je voudrais qu'elle soit un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Et le compositeur, il écrivait à la commande. On lui commandait de la musique. Même s'il ne trouvait pas ça très beau, bah, il répondait un peu aux exigences, d'accord, de celui qui passait la commande. Et à la romantique, c'est fini tout ça. Le compositeur, il écrit que des choses qui sont dans sa tête et qu'il aime beaucoup, et il les met sur le papier et les fait jouer par d'autres. Et alors, il y en a qui sont très aimés, comme Beethoven en Autriche. Il y en a d'autres qui sont moins aimés. Et du coup, bah, ceux qui sont très aimés, en gros, on paye un peu leurs concerts, on leur donne de l'argent pour qu'ils continuent à écrire et tout ça. Et ceux dont on n'aime pas la musique, à votre avis, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent. Et du coup, ils vivent dans la misère. Dans la pauvreté. Ouais. Si quand il meurt, si ça tombe, il y a un qui n'est pas aimé, bah après il va être aimé. Mais c'est ça, tu as raison. Il y a des compositeurs, par exemple, de l'ère romantique qui étaient peut-être pas très aimés au moment où ils ont écrit leur musique. Et ceux qui ont découvert leur musique bien après leur mort, ils ont dit mais c'est magnifique. Et ils ont eu leur heure de gloire, dire, de manière... Alors qu'ils sont morts. Comment on appelle ça quand on est reconnu, mais alors qu'on est mort, on est reconnu pour son art ou pour quelque chose qu'on a... Hein? Alors, Mozart, il était déjà beaucoup aimé quand il était vivant. Mais on le connaît encore maintenant. Mais quelqu'un dont on reconnaît son art ou son invention, ou voilà, quelque chose qu'il a fait, mais une fois qu'il est mort, on dit à titre posthume. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette vie de Beethoven? Qu'est-ce que vous en avez compris et qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, j'ai compris que en fait... il a commencé à être compositeur. Est-ce qu'il a d'abord été...
Il a tout de suite été compositeur? Non, Non, il a appris quoi comme instrument? le piano. Alors, pas tout à fait le piano, presque. L'orgue. L'orgue, d'accord? Il a appris l'orgue avec un organiste, hein, d'accord? À la cour. Et ensuite, Et voilà, il est devenu l'assistant de cet organiste. il est devenu compositeur. Ouais. Il est parti à Valenciennes, sauf qu'il a Alors, pas à Valenciennes, à Vienne. à Vienne. C'est pas tout à fait au même endroit. Mais t'as raison, il À est parti Vienne. à Vienne. Parce que, je sais plus pourquoi. Et ensuite, il a dû revenir parce que sa mère, elle était mourante. Ouais. Puis en finale, il est reparti parce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, vous vous souvenez le nom de ce compositeur qui a dit reviens à Vienne, on va travailler ensemble. Je vais t'apprendre plein de choses. Vous vous souvenez? Non. C'était Haydn. Ah oui, Haydn. Hein? Haydn, qui a écrit plein d'œuvres très jolies que vous connaissez sûrement. Et donc Haydn lui a dit reviens en Autriche, reviens à Vienne. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et il est devenu compositeur à Vienne et il a continué ça. Il a passé des commandes. Alors, on lui a passé quelques commandes. Il a écrit la musique qu'il voulait, t'as raison Bérénice. Quelle est la population qui l'aimait beaucoup à Vienne? Comment je l'ai appelé tout à l'heure? L'aristocratie. Ça vous a dit quelque chose, ça, l'aristocratie? Ça vous parle? À votre avis, c'est quoi comme catégorie? Les gens les plus riches. Alors, c'est plutôt des gens aisés, effectivement. D'accord? Qui aiment beaucoup les arts en général. D'accord? Et qui aiment bien se réunir comme ça, un peu comme dans des petits salons. D'accord? Ils se réunissent dans des boudoirs, dans des salons, on appelle ça des boudoirs aussi, à la cour. Non pas des gâteaux, hein, c'est pas des gâteaux mangés, des boudoirs. C'est des petits salons. Et ils font de la musique, ils écoutent la musique, comme ça, il y en a qui chantent et tout ça, ils se réunissent pour de l'art. D'accord? Et ils se réunissaient, du coup, on a dit dans des petits salons. On lui a donné un autre nom aussi, c'était quoi l'autre nom? Un boudoir. Un boudoir. Et donc, Ils étaient tous en train de bouder dedans. on aurait pu dire ça. Donc c'est comme des petits salons, ça, ils aimaient bien, ils se réunissaient. Et puis là, ils parlaient d'art, ils écoutaient des concerts. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient admirer des peintures, ils accueillaient des peintres, voilà, que des choses comme ça. Et donc les compositeurs, pour peu qu'il y ait un compositeur qui plaisait bien, ben on venait soit le faire jouer, le compositeur, ou on jouait sa musique dans ces salons. Et bien alors c'est toute la question. Du coup, à votre avis, est-ce qu'il était rémunéré? Oui. Et c'est là où les musiciens et les compositeurs ont commencé à gagner leur vie grâce à leurs concerts et à l'écriture de leur musique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Et du coup, avant, c'était pas du tout le cas. En fait, ils écrivaient la musique, on leur commandait de la musique et on les payait par rapport à leur commande. Du coup, ils écrivaient pas forcément des choses qui leur plaisaient. D'accord? Et donc, s'ils n'étaient pas satisfaits, ils payaient presque. Alors, oui, mais en général, ils payaient à la commande, donc effectivement, ils avaient leur argent avant. Mais par contre, imagine un musicien qui écrit une musique qui ne plaît absolument pas à l'époque romantique. Et bien, qu'est-ce qui se passait? Il n'est pas payé. Il ne recevait pas d'argent. Et alors, il vivait Dans la pauvreté. une misère absolue. Et à votre avis, alors, la surdité de Beethoven, est-ce que ça a dû le déranger un moment? Non. Un petit peu au début, mais après non. Ouais, parce que je vous ai dit, qu'est-ce qui s'est passé à un moment de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, il écrit des chansons pour les gens. Ouais, mais avant de réécrire la musique, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dépressif. Il était complètement déprimé. Et à votre avis? Il était sourd. Tu penses que c'est... Ouais, alors il y a eu sa surdité, puis sa vie, Il elle est... était sourd parce qu'il ne pouvait plus entendre sa musique. Peut-être qu'il y avait de ça, ouais, vous imaginez, hein? Qu'est-ce que ça peut provoquer pour un musicien? T'es triste de ne pas entendre ta musique alors que tu l'as créée toi-même. Ça peut être frustrant, hein? Tu peux pas entendre. Tu peux la lire. Alors à votre avis, est-ce que c'est suffisant déjà de la lire? Non, tu peux pas faire C'est déjà pas mal. exactement les mêmes sons. Alors à votre avis, est-ce qu'on peut entendre sa musique? Par les yeux. Non, donc Alors tu sais pas c'est si ça, bien. Ellie. Moi j'aime bien ta phrase. Est-ce qu'on peut entendre par les yeux? Non, on voit par les yeux. Ouais, mais du coup, quand t'es mini-musicien, si par exemple vous voyez une partition, est-ce qu'elles peuvent dire quelque chose pour vous Bah oui, sans la jouer? Bah oui, on sait les sons. On sait les sons.
Mais On peut les chanter dans notre tête, mais on n'a pas exactement les bons sons. Oui, mais pas forcément. Mais bon, Mais ça se peut qu'on les a. Eh oui, et alors, est-ce que c'est frustrant? Bah un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, Parce mais qu'on pas. a peur que ce soit la mauvaise musique et du coup, dans sa tête, Moi, je tu peux peux pas pas jouer écouter ça ta parce que je musique. l'entends, Enfin, je tu sais sais bien. pas si c'est la bonne ou pas. Oui. Tu te poses plein de questions, quoi. Est-ce que c'est la bonne? Mais c'est ça. Mais alors, à votre avis, qu'est-ce que tu dis, Arthur? Bah, c'est pas parce que je l'entends pas que je la joue mal. C'est pas parce que tu ne l'entends pas que tu la joues mal. Oui, Oui, parce que quand je l'entends pas, je la joue bien quand même. oui. Mais à force, Ou le contraire. ou le contraire. Et oui, le contraire peut être possible. Par exemple, est-ce que le compositeur pensait qu'il sait jouer toute la musique qu'il écrit? Bah non, faut s'entraîner comme nous quand on a une partition, quand on a Ouais, c'est même il s'est entraîné avant qu'il soit sourd. Alors, oui, il peut y avoir ça. Et puis, alors, s'il écrit pour un grand orchestre, est-ce qu'il sait jouer toutes les parties? Non, parce qu'il ne sait pas faire, par exemple, il ne sait pas jouer de la guitare, il ne sait pas jouer de la trompette, il ne sait pas jouer. Il sait jouer, mais il peut pas tout jouer en même temps. Alors, soit il sait pas tout jouer, Ou ou alors, soit il sait en jouer beaucoup, mais effectivement, il peut pas tout jouer en même temps. Et alors, comment ils font pour, par exemple, Beethoven Il demande à d'autres personnes de l'aider. C'est ça, ils ont des orchestres à disposition, d'accord, qui viennent jouer leur composition. Et alors, du coup, par contre, c'est là où Beethoven, est-ce qu'il en était frustré ou pas, je ne sais pas, mais il n'a jamais entendu certaines de ses œuvres, d'accord? Il y a certaines de ses œuvres qu'il n'a jamais entendues, c'est voilà, pour grand orchestre, où il les a vues, mais pas entendu. mais pas. Est-ce qu'il a pu ressentir des choses à votre avis? Oui. Bah oui, Parce bien qu'on sûr. peut ressentir la musique sur nos pieds quand ça va fort et tout. Exactement. Il y a quand même ce paramètre-là. Ouais. C'est qu'on peut ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Oui, c'est ça, Valentin. Vas-y. Les vibrations. La vibration, d'accord? Et puis, quand on est dans une salle de spectacle, imaginez, on est dans une salle de spectacle. Bah ça résonne. Ouais, mais alors, on n'entend pas. Bah ouais. Mais on est dans cette salle de spectacle, il y a tous les spectateurs, il y a l'orchestre, puis il y a un chœur Les de chant. spectateurs, ils entendent. Ouais, alors qu'est-ce Ils qu'on peut ressentir? applaudissent. Et ils applaudissent. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut Donc, voir? Qu'est-ce qu'on Eux, peut ils observer? entendent. À mon avis, s'ils applaudissent, ils aiment bien. Ouais. Donc ils peuvent ressentir de l'émotion parce qu'ils aiment bien. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même ce principe-là. Effectivement, le compositeur, il peut ressentir, d'accord, l'émotion de la salle. D'accord? Il peut la voir, il peut la palper, entre guillemets. Ça, c'est intéressant, d'accord? Et du coup, il doit ressentir si la salle aime ou n'aime pas sa musique. Non? Vous pensez pas? Bah déjà, si ça applaudit pas et ça dit des bouts, je pense qu'elle est pas très bonne. Et si ça Oui. applaudit, C'est ça, exactement. si ça tape, je pense que il sait que c'est bien. Est-ce que vous pensez que, par exemple, quand une nouvelle œuvre est jouée dans une salle de concert, est-ce que vous pensez que tout le public va adorer? Bah non, chacun ses goûts. Chacun Il y sait. en a qui aiment, imaginons, je sais pas, c'est pareil pour des fruits. Oui, exactement. Bah, il y en a qui aiment ça, il y en a un autre qui n'aime pas ça. T'as raison, t'as raison. Pareil pour la musique. Chacun ses goûts. Et il y a, je sais pas, ma soeur elle aime bien une musique, bah moi j'aime pas, par exemple. Et ça revient de beaucoup cette phrase dans nos podcasts. Chacun ses goûts. On se rend compte que dans l'art, d'accord, chacun ses goûts. D'accord? Ça ne veut pas dire que si quelqu'un aime quelque chose, tout le monde va aimer, mais ça ne veut pas dire que si tout le monde n'aime pas, que c'est pas bien. Vous comprenez? On est d'accord. Donc effectivement, Beethoven, frustration quand même de ne pas entendre complètement, mais en même temps, il a pu ressentir l'enthousiasme de son public. Oui, Charlize? Quelquefois, quand on n'aime pas trop la musique, je me dis, bah, ils ont quand même bien travaillé, mais j'applaudis un petit peu, mais pas non plus Mais t'as raison. Les masses. T'apprécies par contre le travail qui peut être fourni pour l'interprétation. Je t'avais un petit peu, je fais ça, je fais pas... T'es pas très enthousiaste, mais tu reconnais l'effort qui est fait. Oui, t'as raison. Je vais vous raconter une histoire au début du XXe siècle. Ça veut dire c'est au début du siècle de naissance de vos parents. D'accord? Donc il n'y a pas si longtemps. D'accord? Il y a 32 ans à peu près. Un petit peu plus, un petit peu plus. Ah, vraiment, ma mère elle a 32 ans. Bah alors, il y a un peu plus. 40 ans. Bah, sinon, Alors c'était vers les années 1930 à peu près. Vous voyez? Ah, mes parents étaient pas nés, hein. Bah, non, j'ai pas dit que vos parents étaient nés.
J'ai dit c'est le siècle où vos parents sont nés. Vous, vous êtes nés à quel siècle? 21e. Et vos parents sont nés au 20e siècle. D'accord? Ça marche? Hein? Mon papy était pas né en 1900. Non, c'est ça, mais bah oui, mais il allait naître dans ce siècle-là, c'est ça que je dis. Alors, toujours est-il qu'il y a un compositeur qui s'appelle Stravinsky, il y en a peut-être qui connaissent Stravinsky, qui a écrit Le Sacre du Printemps, L'Oiseau de Feu. Il y en a pas qui ont vu les ballets de L'Oiseau de Feu, par exemple, d'accord? J'ai travaillé dessus une fois, mais c'était en CE2. Ah, voilà. Alors, ce compositeur-là, si vous l'écoutez maintenant, on écoutera peut-être un petit bout, c'est vraiment très très beau ce qu'il a écrit. C'est joli, ça a été beaucoup dansé et tout ça. Et quand il a créé Le Sacre du Printemps, c'est un compositeur qui n'est pas français mais qui l'a créé en France. Quand il a créé Le Sacre du Printemps, c'était dans un théâtre à Paris. Donc imaginez, une jolie salle de spectacle, c'était dansé, l'orchestre était dans la fosse, vous voyez comment c'est dans les théâtres, d'accord? Les danseurs sont sur la scène et puis il y a un creux, et l'orchestre est dans ce creux-là. Et ben voilà, et le public ne voit pas l'orchestre, il sait qu'il est là mais il ne le voit pas. Le public ne voit que la salle, le plateau où il y a les danseurs. Alors oui, c'est un peu ouvert, on voit juste la tête du chef d'orchestre souvent. Et le public est dans la salle. Donc ils sont tous venus voir ce Sacre du Printemps, d'accord, d'Igor Stravinsky. Et là, l'œuvre commence, un tollé. Les gens se disent, mais c'est quoi cette musique? C'est quoi cette danse? Parce que c'était pas du tout une danse classique, avec les tutus, avec les jolies danseuses, avec leurs petites pointes et tout ça. C'était complètement, c'était un peu une danse presque, on appelle ça... Tout le contraire, un peu tribal, il n'y avait pas du tout de pointe. C'est des autres goûts. Mais non, mais même pas. Alors là, à cette époque-là, mais ça a crié dans la salle, ouh, et tout ça, tout le monde disait, mais c'est pas possible, c'est quoi cette moquerie, à tel point qu'on a dû faire venir la police. Parce que les gens, c'est limite s'ils se bagarraient pendant le concert en disant, ouais, moi j'aime bien, non, c'est nul, gna, 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 gna. Ils se disputaient et tout ça, enfin c'était une catastrophe. Donc on a dû faire venir, et l'orchestre et les danseurs continuaient, hein, en voyant tout ça dans la salle de spectacle, tout le public qui commençait à se disputer. Ils étaient sourds. Ils n'étaient pas sourds, mais c'était dit, on y va. Ils savaient que ça allait pouvoir provoquer des choses dans le public. Peut-être pas à ce point-là. Et le compositeur, lui, il était dans les coulisses, il n'était pas dans la salle, il était là en train de se dire, oh, là, 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 là. Et en fait, on a dû faire venir la police pour calmer tout le monde. Non, mais c'est pas possible, vous n'allez pas vous disputer. Alors que si on l'écoute maintenant, c'est-à-dire un siècle plus tard, on se dit que c'est magnifique, que c'est une œuvre extraordinaire. On ne dit pas que c'est choquant, loin de là. On dit que c'est vraiment super joli. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la police? La police, elle a calmé tout le monde en disant non, on ne peut pas se disputer pour ça. Elle a emmené les plus virulents, d'accord? Et si ça tombe maintenant, si on fait une musique d'avant, ça va être pareil. Alors, est-ce que maintenant, il y aurait des musiques qui pourraient provoquer comme ça, à votre avis? Je crois pas, parce que maintenant, les gens, ils sont un peu mieux. Enfin, ils sont... Tu crois? Ils sont un peu plus améliorés. Non, ils sont pires. Ils ont moins de caractère. Ils ont un peu moins de caractère. Ouais, il n'y avait pas d'attentat. Alors, Ouais, mais c'est pas pareil. Des attentats, c'est des personnes qui tuent. Enfin, c'est Ouais, pas bah, pareil. Là, ceux qui se disputent, ils vont pas... Bah, il y a eu un attentat dans un bal, il n'y a pas longtemps. Oui, mais à votre avis, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait autant de possibilités de voir du concert que maintenant, par exemple? Non. C'était plus cher. Alors peut-être qu'il y avait ça, ça veut dire que les gens allaient à ce concert-là parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, si on prend par exemple un samedi soir, est-ce qu'il y a plein de concerts différents? Oui, du coup, ceux qui aiment bien aller voir du rap vont voir du rap, ceux qui aiment bien aller voir du jazz vont voir du jazz, ceux qui aiment bien voir la musique classique vont voir la musique classique. Peut-être qu'on impose un peu moins un style ou un concert et que du coup les gens qui sont réunis dans cette salle de concert, du coup, c'est que des gens qui aiment ce concert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu plus facilement le choix. C'est comme à la télé. Vous pouvez regarder une émission parce que vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, vous avez la possibilité de changer. Et avant, il n'y avait pas de sécurité. Ça veut dire que c'était différent. Il y avait peut-être... Il n'y avait pas de fouille et tout le bazar. Tu crois? Non. En tout cas, vous voyez, ça c'est une histoire quand même extraordinaire. Après, il n'y avait pas des qualités de bière avant, il n'y avait pas plein de gens bourrés. Ah, peut-être qu'effectivement, les gens étaient peut-être moins saouls. Après, quand tu vas dans une salle de spectacle pour un concert classique, généralement,
les gens sont pas trop alcoolisés, c'est pas C'est leur du rap un peu plus. Peut-être. Ou du Ça, rock c'est un- and roll. J'étais pas à un concert, ouais, ça bouge beaucoup. C'est vrai. Je sais Ça, pas si- effectivement, peut-être que ça vient un peu gâcher les concerts. Vous avez raison, effectivement. Ça veut peut-être dire qu'il faut apprendre aux gens à aller voir des spectacles Mais et parce comment on que- se comporte quand on va voir un spectacle ou un concert. Je sais pas, Qu'est-ce que une vous en soirée, pensez? t'es content, tu vas pas être comme ça non plus. On peut boire, mais Oui. pas à tel point de faire. Avec modération. Oui, Mais avec peut-être qu'effectivement, il faut apprendre aux gens, mais ça veut dire que les plus jeunes, il faut leur apprendre à aller au concert, à aller au spectacle et dire qu'on ne se comporte pas n'importe comment quand on va voir un concert ou un spectacle. Comme l'oiseau de feu là. C'est ça, comme être Stravinsky. fou, il y en a. Ouais! C'est là, il y en ça. a qui C'est-à-dire font qu'on peut avoir un comme ça. avis, mais on n'est pas obligé de l'exprimer complètement Crier ouvertement. à tout le monde, sinon il y aura de la dispute. C'est ça, et c'est pas respecter le travail de chacun, c'est ce que tu disais Charlize tout à l'heure. On peut ne pas apprécier, mais on peut apprécier la qualité du travail. Mais souvent, quand c'est des concerts dehors, il y a la police. Oui, c'est vrai. Oui, on met de la sécurité. Bon, c'était une discussion intéressante. Ça va? On enchaînera la semaine prochaine sur un autre sujet. Merci à tous.